Je vais d'abord dire, au nom de l'université et particulièrement au nom du Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines qui a organisé cette rencontre, tout le plaisir que nous avons et tout l'honneur que nous avons à accueillir Amos Gitaï pour un dialogue avec les étudiants. Je sais qu'il aime beaucoup ce genre de contact. Donc nous sommes très heureux de le recevoir. Je vais juste dire quelques mots d'introduction, peut-être que Ouziel Yada ensuite en dira davantage, nous puissions très vite passer au montage et aux commentaires d'Amos Gitaï. Alors comment présenter Amos Gitaï? Peut-être de différentes façons. D'abord, c'est un architecte devenu cinéaste. Même, je crois, un doctorat d'architecture à Berkeley. Donc, il fait un peu partie de la maison, d'une certaine manière. C'est un cinéaste complet qui s'attache à la fois à la fiction et au documentaire et qui a tourné une quarantaine de films. C'est un cinéaste dont l'œuvre est régulièrement saluée dans les grands festivals de cinéma, à Cannes, à Venise ou ailleurs. C'est un cinéaste de l'universel, par le message délivré, mais aussi par les acteurs qui réunissent sur les plateaux, par le langage qui est échangé au cours de ces films, qu'il aime bien aussi mélanger les langues dans un même film. C'est un cinéaste, enfin, qui s'interroge sur son pays, Israël, ses utopies et ses drames, ce qui nécessairement l'engage personnellement, compte tenu de l'impossible paix qui semble marquer le Moyen-Orient. Pour toutes ces raisons, nous sommes heureux de l'accueillir. Et j'ajoute que je pense qu'il y a surtout un public d'historiens. Effectivement, cette rencontre ouvre un cycle international organisé par le Centre d'histoire culturelle autour de la question de la mémoire et des médias. Et nous sommes tout à fait honorés que ce cycle commence par la visite d'Amos Gitaï dans nos murs. Je passe la parole à Ouzi. Oui, à vrai dire que je n'ai pas grand-chose à ajouter à ton introduction. Je vais tout simplement souligner qu'Amos est l'un des plus prolifiques cinéastes de notre jour. Il a réalisé plus que 40 films jusqu'à maintenant. Et son prochain film, Désengagement, va sortir le 9 avril. Il y aura déjà un autre film qui sera un nouveau film déjà édité qui sera projeté au mois de septembre. Bref, Amos travaille beaucoup, il produit à la fois des documentaires et des fictions. Il a commencé à produire et réaliser des films documentaires à partir des années 70. À la fin des années 80, il a passé à la direction des films en fiction. La quasi-totalité de ces films tournent autour d'Israël et les rapports israélo-palestiniens et les rapports entre la société complexe israélienne. Et son dernier film qui sort bientôt le 9 avril montre comment, en effet, il est attaché à l'événement, à l'histoire présente, avec un film qui s'appelle Désengagement et qui, à travers le personnage de Juliette Binoche, examine cette problématique des rapports entre des colons qui sont obligés de quitter Gaza et la séparation complète entre Israël et Gaza. Alors je vais laisser la parole à Amos Gitaï qui va présenter quelques morceaux de ces films autour des thèmes de mémoire et identité, les rapports entre la mémoire et l'identité à travers ces travaux. Bonjour. Je suis ravi d'être ici et avoir l'occasion de dialoguer avec vous. Alors, comme c'était dit, moi je suis simplement un architecte. J'étais supposé de suivre le travail de mon père, qui était architecte d'une grande école de Bauhaus, qui était une école d'architecture entre les deux grandes guerres mondiales, à Berlin et à Dessau. Et je suis toujours inspiré, d'une quelque façon, par le travail de mes ancêtres
Alors, dans quelque façon, j'aime beaucoup l'idée africaine que les religions, ils ne sont pas très imposants, mais sont des idées d'ancêtres qui existent toujours dans notre vie, qui radiaient sur notre vie. Alors, mon père, je vais faire une toute petite introduction de ce parcours. L'école de Bauhaus, alors, elle était une école qui a fait des synthèses entre les gens qui immigraient de tous les coins de la Terre vers Berlin. Berlin, entre les deux grandes guerres mondiales, c'est peut-être la ville européenne la plus importante parce qu'elle est ouverte pour l'immigration. On parle souvent aujourd'hui à Europe des questions d'immigration, mais on oublie qu'effectivement les immigrants de cette époque, ils sont nourris, inspirés de la culture, disons, européenne. C'est-à-dire Berlin de cette époque, ce n'est pas strictement une ville allemande, mais c'est une ville ouverte aux immigrations qui sont stimulées, qui sont pensées, et tous ces immigrants étaient accueillis et contribuaient aux choses qu'on appelle aujourd'hui l'art plastique dans le domaine des peintures de Berlin. Alors, mon père était dans cette époque là-bas, jusqu'à la montée au pouvoir des nazis. Les nazis, ils ont fermé cette école d'architecture et lui, il était obligé de quitter Berlin. Après, il était immigrant clandestin en Suisse. Et à un moment donné, les Suisses commençaient à rendre les Juifs allemands aux Allemands. Alors, il était obligé de prendre le bateau et d'aller vers la Palestine. On parle de fin d'année 30. Je vous raconte toute cette histoire parce que tout à l'heure, on va voir des extraits de film qui s'appelle Kedma, que je vais essayer d'analyser avec vous. Alors, comme ça, vous pouvez voir comment l'histoire à la fois biographique des gens de ma famille revient dans les films que j'ai faits. Alors, je continue un peu cette histoire. Alors, lui, mon père, architecte dans cette école qui s'appelle Bauhaus, obligé de quitter à cause d'événements politiques qui n'ont rien à voir avec son désir d'être architecte. Il y avait des professeurs extrêmement forts comme Kandinsky, comme Paul Klee, mais il était obligé de quitter, d'aller vers la Suisse. Et là, dans l'année 30, l'Europe ferme ses portes aux Juifs. Plus tard, ils vont envoyer vers les camps de concentration. Et lui, il quitte ce territoire européen pour aller à la Palestine. En Palestine, opposé des choses qui passent à l'Europe, c'est plutôt la prospérité. Parce que la Palestine de cette époque, elle est occupée par les Anglais, par l'Empire britannique. Et les Anglais, ils vont accueillir des architectes. Alors, l'histoire personnelle de mon père, située dans les grandes histoires avec les grandes H du Moyen-Orient. Mon père arrive vers la Palestine et les Anglais veulent construire des ports à Haïfa, qui est ma ville natale, aussi la ville natale de Uzi, et pour une cheminée de pétrole qui arrive de l'Irak jusqu'à la Méditerranée. Alors, on voit les liaisons à nouveau de l'Irak. On parle souvent d'Irak aujourd'hui. Comment l'Irak est lié aux Méditerranée par ce projet anglais. Et lui, un architecte, il est en train de construire ou de dessiner des installations architecturales à Haïfa. Pour faire l'histoire un peu bref, alors moi, je suis né en 1950 à Haïfa. J'ai fait l'école d'architecture. Je supposais de continuer le travail de mon père. Mais à nouveau, dans les circonstances de mon pays, d'Israël, l'histoire avec grande H kidnappe, on peut dire, le désir que moi j'ai envie d'être architecte, etc. Et je suis envoyé, comme tous les gens de ma génération, de participer dans la guerre de Kippour. La guerre de Kippour, 1973. Je suis déjà étudiant d'architecture, mais on est appelé de rejoindre l'armée. Et dans cette circonstance,
je me trouve dans une équipe de sauvetage dans des hélicoptères qui sont envoyés sur le front syrien pour chercher des blessés, des gens qui brûlaient dans les chars, amenés aux hôpitaux. Alors cette guerre d'octobre 1973, le 5e jour de cette guerre, on parle de 11 octobre 1973, dans un jour à peu près comme aujourd'hui, un peu de brume, un peu de cloudy comme aujourd'hui, on vole au Golan et les Syriens lancent un missile vers l'hélicoptère où on est dedans. Le copilote de cet hélicoptère, qui a une distance entre nous, grosso modo, est décapité par cet missile. Et moi, dans le hasard d'histoire, je reste vivant, alors comme ça, je peux venir ici aujourd'hui. Alors, j'ai fait cet aller-retour entre l'histoire avec les grands H et l'histoire personnelle, parce que je trouve que dans les types de cinéma que je fais, j'invite toujours de revenir aux questions qui m'intéressent. C'est du cinéma subjectif, qui n'est pas toujours scénarisé d'une façon conventionnelle, mais qui nous donne une sorte de fenêtre. Les gens ils me disent qu'ils nous donnent une sorte de fenêtre vers cette réalité de mon pays. Le cinéma au sens large, parce qu'ici on parle de cadres, si j'ai bien compris, dans le cadre de mémoire et de questions historiques. C'est pour ça que j'ai fait ce petit prologue. Le cinéma, comme beaucoup de métiers, il a deux aspects. En grosso modo, il y a un cinéma très préfabriqué et très écrit comme des séries télé qu'on voit souvent à la télé. Et il y a des cinémas de certains cinéastes qui c'est un cinéma très subjectif, très personnel. Et la chose qui est toujours intéressante, c'est qu'entre ces différents cinéastes qui arrivent de pays différents, il y a de grandes complicités et des éléments communs. C'est-à-dire, moi, j'ai fait plusieurs masterclass avec un cinéaste iranien que je vous conseille beaucoup de voir son travail, Kiarostami, Abbas Kiarostami, qui est un très bon cinéaste. Et même si les deux pays, Iran et Israël, ils sont des pays très hostiles. C'est-à-dire, nous, les cinéastes indépendants, on ne sent pas l'obligation d'adhérer à la politique officielle. On peut aussi réfléchir, faire des œuvres critiques et continuer à dialoguer comme je crois qu'on doit dialoguer. Alors, moi, j'ai choisi pour commencer de lancer, de vous montrer peut-être les séquences d'ouverture d'un film que j'ai fait qui s'appelle Kedma. C'est un film qui est situé dans les... et si on peut voir les versions pas doublées, les versions sous-titrées, si c'est possible. Parce que tout à l'heure, j'ai écouté les gens qui parlent français. Alors, qu'il faut écouter aussi les sonorités. C'est-à-dire, le film commence par un plan très silencieux, d'ailleurs, il n'est pas dialogué. Je vous conseille je vais vous montrer d'abord les plans et après peut-être on va analyser. Après on va lancer aussi un dialogue. Parce qu'aujourd'hui on n'a pas le temps de voir tous les films, alors le film installe, je vais analyser avec vous un peu les choses qu'on vient de voir. Et j'ai exprès, je n'ai pas fait de commentaires pendant le déroulement de la scène, parce que le film, il a envie d'installer une chose de fatigue, que les gens n'ont même pas envie de parler. Il est presque un film muet au début. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de conversation. Et si on regarde les premiers plans, l'idée était, comme je dis tout à l'heure, d'installer un peu l'individuel dans l'histoire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va? On va une
une dos d'une femme. On ne sait pas où on est, on ne sait pas dans quel contexte on est, on ne sait rien. On voit un dos, on voit un couple de certain âge qui a envie de voir une certaine intimité, mais petit par petit, les caméras s'éloignent, on voit que ce n'est pas possible parce qu'il y a d'autres gens, ils sont vraiment en train de dormir d'un endroit qu'on ne connaît pas. J'ai en train de traduire les choses qu'on a vues ensemble. Et on ne sait pas si c'est un baraque, si c'est un camp de concentration, on n'a aucune indication où on est. Et les caméras continuaient le mouvement de caméra continuait, et petit par petit, on voit qu'il y a l'homme de cette couple, il s'habille, il descend, et là, on découvre qu'effectivement, on est sur un bateau. Alors, pour faire une plan-séquence, c'est la chose qu'on appelle au cinéma un plan-séquence, parce que c'est un plan qu'il n'y a pas de coupe. C'est-à-dire que ce n'est pas une caméra qui regarde, coupe, et après regarde l'autre côté, mais c'est un plan en continuité. La chose qui est toujours très intéressante au cinéma, c'est comment on traduit ce désir du réalisateur de faire certaines choses ou tous les problèmes techniques. Parce que le cinéma, ce n'est pas strictement des idées, c'est aussi comment on traduit au terme de cet art cinématographique. Alors, il fallait construire un ascenseur sur lequel le caméraman il peut monter à l'intérieur d'un bateau en plein mer, de mesurer le poids de cet ascenseur à l'intérieur du bateau. Ça implique des séries de considérations qui sont des dimensions techniques et pas tellement thématiques. C'est-à-dire on a toujours dans le travail des transpositions des idées sur des matières réelles. Et là, on reste toujours, cette séquence, elle est une certaine longueur. Le film, toute la première partie, il est presque muette, il n'est presque pas dialogué. Et le film termine, et là, on va aller vers la fin, et après, on va lancer un peu de dialogue avec vous. Et le film termine avec deux grands monologues, un monologue israélien et un monologue palestinien. Parce que les immigrés qu'on voit sur ce bateau, qui arrivent de la Deuxième Guerre mondiale, ils vont embarquer sur les batailles vers Jérusalem. Et là, on va voir effectivement les deux positions, les positions israéliennes et palestiniennes. Alors, si on peut aller directement à cette séquence de fin. Et dans cette séquence, c'est une séquence qui passe après une très longue séquence de bataille sur Jérusalem. On va voir... Voilà, d'abord le monologue palestinien. Merci beaucoup d'avoir choisi ces deux extraits qui permettent d'avoir tout de suite une idée très précise de votre cinéma et surtout pour la question qui nous intéresse aujourd'hui, donc sur la question de la mémoire. Ce film, Kedma, date de 2002 et il a connu un succès international. Il a été présenté au Festival de Cannes. Et son sujet est le moment fondateur d'Israël. Il raconte mai 1948 et l'arrivée des survivants du génocide en Europe, de la Shoah, par bateau, et comment à peine arrivés en Palestine, ils vont tout de suite être donc mobilisés pour combattre contre les Anglais et contre les Palestiniens. Donc ce sujet est loin d'être neutre, et on voit dans ces deux extraits, encore une fois, le regard, la spécificité de votre regard, qui est à la fois un regard critique et un regard subjectif et qui s'assume comme tel. Et on voit dans l'ouverture que vous avez choisie, comme vous l'avez souligné, comment vous liez la mémoire individuelle, personnelle, intime, à la mémoire collective, voire presque pour la confronter à cette mémoire et à cette histoire officielle. Et dans le second extrait, plus long, c'est la fin du film qui se finit sur ces deux cris, le cri du Palestinien et le cri du Juif polonais, c'est le personnage polonais.
montre comment dans votre regard et dans votre récit de la mémoire d'israélienne-palestinienne, justement, vous croisez deux mémoires. Et comment la Shoah, qui souvent est présentée comme le moment aussi fondateur d'Israël, dans vos films, est présentée comme un élément parmi d'autres de cette histoire d'Israël. Et ça, c'est un regard qui est décalé et qui fait toute l'importance de vos films, je pense. Et on voit donc dans ces deux moments comment justement la parole palestinienne est très importante, au même titre que la parole juive. Et dans ces deux tirades, presque théâtrales, très, très fortes, on voit aussi l'importance de la langue. Et c'est aussi en cinéaste, vous avez à la fois le regard, donc c'est tout le travail de mise en scène que vous avez évoqué. Au début, on part de l'intime, enfin de l'individu pour aller vers une vision plus large de la foule. Et dans la deuxième partie aussi, c'est l'importance donc de ces langues qui soulignent aussi sur la bande-son toute la diversité de ces mémoires qui vont se croiser, toute cette mosaïque que forme Israël et l'histoire de la Palestine. Et donc je pense qu'effectivement ces deux extraits permettent d'ouvrir justement cette discussion pour voir un peu tout le courage qu'il faut en Israël pour présenter ce regard critique, y compris sur l'ennemi, sur l'autre, à commencer par le Palestinien. Et donc la question que j'aurais voulu vous poser déjà pour ouvrir, après on laissera la parole aux étudiants, c'est la place que peut avoir le cinéma et votre cinéma en Israël maintenant, et la spécificité par rapport aux médias, à toutes ces autres images médiatiques que l'on a en Israël, mais aussi en Europe et ailleurs. Non, merci. Je crois que vous avez vraiment très bien... Les synthèses que vous avez faites, très précises. C'est-à-dire, moi, en continuant la petite introduction que j'ai faite tout à l'heure, je crois que les réconciliations des conflits israélo-palestiniens, un sujet qui m'intéresse comme citoyen plutôt, pas strictement comme cinéaste, parce que j'ai envie qu'on trouve un modus vivendi de coexistence juif-arabe, israélien-palestinien. Il passe par les sujets des thèmes de cette petite discussion, c'est-à-dire par les mémoires. Je crois que si les deux frères ennemis ils ne vont pas accepter les discours et les narratifs, la légitimité des discours et des narratifs de chacun, on ne va jamais voir une réconciliation. C'est-à-dire qu'il faut que nous, les Israéliens, et aussi les Palestiniens, acceptent la légitimité des discours de chacun et des narratifs. C'est pour ça qu'Edma est aussi un grand projet, peut-être on va trouver un autre moment dans l'avenir de parler, un projet documentaire que j'ai fait sur une histoire d'une maison à Jérusalem qui devient une sorte de métaphore, installe dans les débats politiques, mais aussi cinématographiques israéliens, ce travail. C'est pas toujours facile, mais je crois que le cinéma, il va avoir comme devoir aussi de créer un dialogue à l'intérieur de la société et de faire une proposition. Alors, comme une petite parenthèse, les deux derniers textes qu'on a écoutés, qu'on a vus, sont des textes adaptés. Le premier texte palestinien, c'est un texte d'un grand écrivain palestinien qui s'appelle Rassan Kanafani. Et le texte israélien, c'est d'un grand écrivain israélien qui s'appelle Chaim Hazaz. Et quand on parle de mémoire, il faut aussi rendre compte on oublie cette sorte de texte fondateur et que c'est une des façons de le mettre sur image pour garder les mémoires de ce texte. Oui.
Je vais poser une courte question, bien que j'aimerais bien écouter un peu plus sur les Kedma. Et voilà, en effet, à travers votre film, on voit la modification de la mémoire israélienne et sur la fondation d'État d'Israël, et notamment la guerre des 48, parce que dans les films produits dans les années 50-60, on a surtout présenté les points de vue israéliens. On a rarement présenté les regards palestiniens. C'est les macro-récits sionistes qui construisent, si vous voulez, à partir de cette composante présenté partiellement dans votre film, c'est les Shoah d'une part, l'arrivée des immigrés forcés d'arriver sur la terre des Palestine, la confrontation militaire forcée sur eux, et la guerre terminée par la victoire, et basée sur la notion de minorité contre majorité. Nous, les faibles, contre vous, les forts et les majoritaires. Et c'est seulement, je dirais, depuis une dizaine d'années que ça change. Je crois que dans ce sens-là, le film Kedma constitue un important changement dans la modification des regards israéliens, parce que là, on voit les deux récits, les récits palestiniens vis-à-vis les récits israéliens. Mais est-ce que vous pensez que votre film s'intègre dans une nouvelle regard d'Israéliens sur le passé, ou il fait une sorte d'exception dans cette grande narrative? Je crois que le travail qu'on fait comme cinéaste ou comme les écrivains ils font, c'est toujours un travail individualiste. Alors, il y a des courants et contre-courants, et chaque film ou chaque texte il contribuait à élargir les points de vue. Et moi, je crois que c'est mon devoir ou mon projet, c'est de construire brique par brique cette sorte de puzzle mais je laisse les synthèses aux autres. Mais s'il y a des questions peut-être de la salle, on peut aussi lancer. On va passer à ça. Est-ce que vous voulez un micro? Juste on peut lui passer un micro. Comment vos films sont accueillis par les Palestiniens et les Israéliens? Je crois que dès qu'on fait des œuvres qu'il y a une dimension critique, c'est toujours pas facile. C'est-à-dire qu'il y a des fois que les gens ils sont... De toute façon, la société israélienne n'est pas une société homogène. Il y a des opinions variées. Et je crois que c'est légitime que les gens apportent des points de vue différents. Alors, il y a des gens qui sont contents, excités, enthousiastes. Il y a des gens qui sont critiques. Et je crois que c'est bien. Souvent, les gens dans mon métier, je observe je suis toujours étonné qu'il y a trop de gens qui veulent être aimés par tout le monde. Alors moi, d'abord, j'aime pas tout le monde, alors je crois que c'est normal qu'il y a ce rapport. Et je crois que ça contribue à cette discussion, etc., réflexion. Je n'ai pas de problème avec ça. Est-ce qu'il y a un public palestinien? C'est plus compliqué parce que à Gaza, par exemple, les derniers cinémas qui existaient étaient brûlés par le Hamas, qui sont hostiles au travail cinématographique et de toute façon aux arts modernes. Ils sont plutôt pour une vision autocratique et théocratique de la société palestinienne. Alors, je crois que la société palestinienne elle-même, elle est sur plusieurs luttes, à la fois une lutte contre l'occupation israélienne,
mais aussi des luttes pour respecter les droits des femmes dans un contexte moderne, des droits des minorités non musulmans. Il y a plusieurs luttes à la fois qui ne facilitent pas leur travail. Le film était montré, je connais même des amis, des cinéastes syriens, des cinéastes iraniens, palestiniens, etc., qui montraient le film Ramallah, etc., ailleurs. Ouais. Et il faut ajouter aussi les Arabes israéliens qui suivent de près les films. Quand moi j'ai vu la première fois les films en Israël, je crois que la moitié des salles étaient occupées par les Arabes israéliens, par exemple. D'autres questions? Bonjour, je voulais savoir en fait, vous parlez énormément de devoirs. Je voulais savoir, vous avez fait beaucoup de films, toujours en relation avec Israël, avec son histoire. Est-ce qu'il y a pas un moment où le cinéaste a envie de faire complètement autre chose et de mettre ça un petit peu derrière lui? La question, c'est que vous avez beaucoup parlé de devoirs. Est-ce qu'à un moment donné, le cinéaste a besoin... est-ce que vous avez envie de passer à autre chose? Oui. En fait, non. Non, il avait très bien compris la question la première fois. Non, mais c'est pour l'enregistrement. C'est pour l'enregistrement. Parce qu'on enregistre la conférence et donc pour qu'elle puisse être... Voilà. Alors, encore? Oui. Effectivement, enfin, vous avez... le lien entre peut-être les deux questions, c'est que faire de tels films de fiction documentaire en Israël n'est pas évident. Et vous avez, à la suite du documentaire dont vous avez parlé à un moment, Balit, House, la maison, vous avez été amené à vous exiler en France. Vous êtes resté à peu près 10 ans, je crois, exilé en France. Donc il y a des conséquences sur votre parcours. Hein. Et cela vous a conduit aussi à travailler sur d'autres thèmes, notamment un peu sur... avec des films comme Ananas ou d'autres, vous êtes un peu éloigné quand même de la problématique purement des conflits israélo-palestiniens. Donc vous avez essayé, puis vous êtes revenu en fait, par la fiction sur cette thématique. Et peut-être alors, justement sur le rôle aussi de la télévision en Israël. Quelle est sa place? Est-ce que vous avez justement la censure que vous avez subie à propos de ce film sur lequel vous pouvez peut-être revenir, enfin le fait qu'il y ait un financement, mais ensuite je crois le refus de diffuser le film fini, enfin vous pouvez peut-être revenir plus précisément là-dessus. Est-ce que de nos jours vous pourriez, est-ce que le film a été montré, ce documentaire House, Bait ou pas, dans la télévision israélienne de nos jours, de 2008? Sur House, qui a une longue histoire, je préfère de parler un jour, parce que je crois que c'est toujours mieux de voir des choses et après de parler, parce que sinon ça devient une abstraction. Alors peut-être on va trouver une autre occasion de parler. Et la deuxième chose, je ne crois pas qu'on peut définir l'époque que j'étais là, exil, parce que je crois que c'est un mot très chargé qu'il faut préserver aux gens qui sont de parcours beaucoup plus compliqués, c'est-à-dire j'ai fait un film pour la télévision israélienne. La télévision a produit et interdit à l'antenne le film. C'est une situation assez particulière. Mais j'étais pas... les gens ne m'ont pas tiré dessus. Je n'étais pas emprisonné. Je continuais de travailler, même dans un environnement hostile. Mais je crois que le terme exil, il faut garder pour les gens de l'époque de Pinochet qui étaient persécutés, emprisonnés, torturés, etc., qui n'était pas mon cas. Alors, moi j'aime faire cette précision parce que je crois que, quand même, nous, les artistes, les cinéastes, etc., on arrive, et je crois que c'est un projet important qu'on arrive quand même de fonctionner, pas des situations amicales, mais on arrive quand même de rentrer dans cette dialectique très compliqué et de bien utiliser les contradictions internes de notre société et avec ça garder pour mémoire des opinions variées, contrastées. Et comme vous avez dit tout à l'heure,
le Moyen-Orient, de toute façon, il a aussi un sujet de très grande couverture médiatique. C'est peut-être le conflit israélo-palestinien, c'est le conflit le plus regardé dans tous les journaux d'inventaire de la planète. Il consomme peut-être 2/3 de tous les news internationales. Une chose que je trouve extrêmement exagérée et disproportionnée, parce qu'il y a de graves problèmes en Afrique, partout. Et je crois que nous, cette coproduction israélo-palestinienne réussit de produire les spectacles et des journaux d'inventaire les plus attirants. On ne laisse pas d'espace aux autres questions planétaires qui sont importantes. Alors, dans ce contexte, dans lequel il y a beaucoup aussi d'exotisme, je peux dire, de ce conflit, je crois que le cinéma, il peut faire une démarche opposée, c'est-à-dire qu'il peut poser des questions, comme vous avez bien décrit tout à l'heure, c'est-à-dire de montrer des points de vue qui sont marginalisés, de citer des extraits d'histoire, et je crois que c'est un bon projet cinématographique. En plus, à mon avis, il faut parler aussi mais ça on va trouver peut-être à une autre occasion, des histoires que je commençais à parler tout à l'heure, des histoires de plans séquences. C'est-à-dire que le cinéma, il n'est pas strictement des questions thématiques, mais il y a aussi une question comment on montre les choses qu'on a envie de montrer. Par exemple, le dernier extrait que vous avez vu, qui est tourné encore sans montage, c'est-à-dire qu'il nous donne un bloc de temps non interrompu. Et avec ça, à la fois le discours palestinien ou israélien, il prend tout son souffle. On a un sentiment, disons, réel, de discours pas montés, mais qu'on a perçu comme une chose presque brute dans les rythmes, dans les mouvements réels. Et ça, c'est toute une question de syntaxe et de langage cinématographique qu'on peut parler éventuellement. Peut-être s'il y a des questions à la salle, on va encourager les participations. Allez-y. Bonjour. Vous avez quand même connu du succès, que ce soit en Israël ou en Europe. Est-ce que vous croyez qu'au niveau de l'opinion publique ou dans le gouvernement israélien ou palestinien, vos films ont eu un impact positif ou négatif, une remise en cause Surtout négatif. Non, c'est des blagues. Je crois que vous savez, la culture, le cinéma, ou la littérature, ou l'art plastique, ils ne sont pas des impacts directs. C'est-à-dire, on ne peut pas changer la réalité d'une façon très directe par le cinéma. Mais je crois que d'une façon cumulative, comme il a dit Uzi Eliada tout à l'heure, ça reste dans les mémoires des gens. Et surtout, le film que Caroline a parlé tout à l'heure, House, que j'ai fait il y a 25 ans, c'était un film, peut-être le premier film, qui a parlé de mémoire palestinienne vis-à-vis de ce même territoire. Alors je crois que c'est un travail pas de one go, c'est un travail qu'il faut faire de façon consistante. Mais comme je fais des films pendant presque un quart de siècle, 25 ans c'est déjà pas mal, alors ça laisse des traces. Et je crois que la discussion est plus ouverte. Je crois que bizarrement, malgré l'image qu'on voit sur les télévisions de soir, je crois que les deux parties, les Israéliens et les Palestiniens, ils sont au courant des esquisses qui existent, des solutions possibles. Après, qu'il n'y a pas la force politique pour appliquer cette solution, c'est une autre question. Mais je crois que les deux sociétés, la majorité dans les deux sociétés, israéliennes et palestiniennes, dans tous les sondages qu'on voit, malgré les conflits,
Et même dans les territoires palestiniens, a priori, et je l'ai lu la semaine dernière, 66%, c'est-à-dire 2/3 de la population palestinienne, ils sont pour un accord avec les Israéliens. Et à peu près la même proportion existe dans le côté israélien, c'est-à-dire qu'il y a des courants tacites. Et ce courant, je crois qu'il est très encouragé par des œuvres cinématographiques, littéraires, etc., contre. Dans quelque façon, c'est assez spectaculaire que ce courant il est assez stable, c'est-à-dire que le désir profond de des sociétés de trouver un modus vivendi qui n'est pas affiché dans les news quotidiens, je crois que cette attitude-là est très nourrie par les œuvres comme des œuvres cinématographiques, littéraires, etc. Alors, à quel moment ça va être traduit en solution politique, là, il faut espérer. Une autre question? Alors, s'il n'y a pas de questions tout de suite, j'aimerais bien vous soumettre une scène particulière, et j'aimerais que vous la commentiez après. C'est la première scène de Free Zone. Si on peut passer le... Alors, c'est une scène que j'ai tournée avec une actrice qui s'appelle Natalie Portman, qui a fait aussi toutes les trilogies de Star Wars. Alors là, elle joue le rôle principal de Free Zone, qui est une histoire qui passe entre Israël et la Jordanie. Oui, alors, moi je voudrais revenir sur cette scène. Merci. Pardon. À la fois sur le fond et sur la forme. C'est-à-dire que elle doit faire quoi, une dizaine de minutes? C'est ça, à peu près 10 minutes. Donc c'est la scène d'exposition. C'est ce plan fixe qui est assez rare comme ça au cinéma. Surtout pour un début de film où avec à la fois une traduction de beaucoup d'émotions, il me semble, à travers non seulement le visage et les pleurs de Nathalie Portman, mais à travers également la musique. Ce qui fait que je voudrais également avoir votre avis sur comment vous utilisez le son aussi. C'est extrêmement important. Parce que vous utilisez le son, puis vous savez utiliser les silences aussi, beaucoup dans votre cinéma. Donc, tout simplement, comment vous avez conçu cette scène? Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il y a des moments qu'il faut avoir il faut être chanceux. Parce que le cinéma, c'est des choses assez incroyables et même sans être religieux, miraculeux, dans le sens que là, j'ai tourné dans la voiture. La voiture était placée dans l'esplanade des murs de lamentation, un endroit à Jérusalem, un endroit très chargé par des émotions, par des mémoires. C'était une journée un peu... Il y avait un peu de pluie, c'est très léger, l'esplanade était assez abandonnée. C'était une sorte de sentiment assez soft, assez doux. Et je demandais au caméraman de regarder Nathalie, et je demandais à Nathalie de pleurer. C'est très compliqué de pleurer. Mais finalement, comme cet amalgame de paramètres est réussi, effectivement, on arrive des choses extrêmement fortes pour des choses extrêmement simples. C'est-à-dire que c'est effectivement, comme vous avez bien décrit, c'est les choses les plus simples. C'est-à-dire c'est un visage humain dans un cadre, et c'est tout. Il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas de mouvements spectaculaires de caméra, mais Nathalie Portman, avec son talent, elle arrive de nous donner une range, une gamme d'émotions extrêmement variées, avec cette chose extrêmement simple.
dès que j'ai fini le tournage, cette scène, je n'avais pas tourné plusieurs, j'ai fait des prises, parce que ça, c'est la première prise. Après, j'ai dit à Nathalie, comme c'est extrêmement fort, essayons de faire un autre. Elle a fait un autre. Elle m'a dit après, Amos, je suis épuisé, je ne peux plus pleurer. Et je savais que je vais faire comme une scène d'ouverture de film. Et les sons, alors l'idée est arrivée de mettre les sons qui effectivement sont les chansons traditionnelles juives de Pâques, de Pessah, qui racontent cette sorte de chaîne que la chanson raconte, et les significations de cette scène arrivent avec cette juxtaposition d'éléments sonores et visuels. Mais vous savez, il y a des fois qu'on fait beaucoup d'efforts pour des scènes très très compliquées. Et comme on arrive au montage, on dit, malgré que tout l'effort, l'argent et tout ça, c'est pas valable. Ça m'est arrivé, par exemple, à Kippour, j'ai fait des scènes d'ouverture extrêmement spectaculaires avec des grues. J'ai bloqué les rues de Tel Aviv. J'étais envie d'installer les silences qui existent en Israël dans les jours de Kippour. Il n'y a pas de voitures. Même les gens non religieux respectent et ils n'utilisent pas leur voiture. C'est une sorte de grand filtre qui descend sur les villes israéliennes. Et c'était une scène spectaculaire. Toute l'équipe était applaudie comme on a fini la tournée. Et comme je marchais le plateau, j'ai dit à mon producteur, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu penses? J'ai dit, à mon avis, à la poubelle. Mais il a dit, Amos, on a fait tout cette bordel, on a bloqué la rue et ça coûtait de fortune de figuration. J'ai dit, mais qu'est-ce que je peux te dire? Pour moi, elle est trop spectaculaire, cette scène. Kippour, que peut-être à une autre occasion on regarde. En faisant cette scène, je crois qu'il faut commencer le film très simple, c'est-à-dire qu'un mec qui traverse une rue, coupe une autre rue, caméra sur pied. On n'a pas besoin de toute cette grue, de toutes ces choses. Alors, il y a des fois qu'il faut qu'on passe vraiment par l'expérience. Et là, dans les Free Zones, c'est le sens inverse. C'était une matinée calme et les gens étaient simplement inspirés. Et les gens, c'est Nathalie Portman d'abord, l'équipe aussi, qui était très délicat. C'est une situation tellement fragile que même si quelqu'un il fait des bruits, et même il donne, par exemple, à Nathalie le verre d'eau qu'elle demande de façon pas tendre, ça peut casser. C'est une scène tellement fragile que s'il existe, elle existe. C'est magnifique. Alors, alors, qu'est-ce que ça vous inspire comme question? Moi, j'avais une question, si personne n'en a. Ah, ouais. Ah, voilà. Bonjour. Je voulais savoir par quel cinéaste vous êtes le plus inspiré. Parce que tout à l'heure, vous parliez de Abbas Kiarostami. Et je voulais savoir s'il vous inspire un peu pour faire vos films. Parce qu'on reconnaît un peu la façon de... Vous avez de faire certains plans fixes, c'est long, etc. Un peu sa manière à lui de filmer en fait. Moi, je ne peux pas dire que... Moi, j'aime beaucoup Abbas, on est vraiment amis, mais je ne peux pas dire qu'il m'inspire. On est des cinéastes de même génération. Il est un peu plus âgé que moi, mais on est grosso modo. Et j'ai connu ce film comme j'ai déjà fait pas mal de mes films. Alors, moi, comme c'était dit tout à l'heure, je suis un architecte. Et mes sources d'inspiration n'arrivent pas tellement des cinémas, ils arrivent plutôt de l'histoire, de la peinture. J'aime beaucoup la peinture. Par exemple, un peintre espagnol que je trouve magnifique, Diego Velázquez, que j'aime beaucoup, mais aussi des autres. Contemporains, modernes, Beuys, j'aime beaucoup Beuys, etc. Je peux vous parler d'art plastique. Après, j'aime des textes littéraires qui m'inspirent la politique. Mais alors, je ne peux pas vous dire. Il y a des cinéastes que j'ai beaucoup de respect. D'ailleurs, j'aime souvent des cinéastes, pas seulement des films, mais j'aime des cinéastes.
Et si un cinéaste m'intéresse, je suis un peu son travail, qu'est-ce qu'il fait. Par exemple, j'aime beaucoup Rossellini, j'aime beaucoup Fassbinder. C'est des cinéastes qui sont traversés des genres assez différents. Ils ont fait des fois des films documentaires, des mélos, des séries télévisuelles comme Fassbinder. Mais il avait comme projet de réécrire dans quelque façon l'histoire cinématographique des Allemands après que ce pays était autodétruit par elle-même et aussi détruit les autres. Alors il a fait des cinémas extrêmement forts, puissants. Et Rossellini aussi, si on regarde Allemand année zéro, le film que Rossellini il a fait tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, Rossellini a eu le grand courage de parler des villes allemandes qui étaient les victimes de cette guerre, c'est-à-dire il n'était pas allé comme presque toutes les images cinématographiques qu'on avait dans cette époque de Deuxième Guerre mondiale, elles sont décrites toujours les Allemands, les salauds, sont faits de gloire des forces libérateurs anglais, américains, un peu français, etc. Et alors, Rossellini, tout de suite, il a parlé effectivement des villes allemandes, la destruction qui était apportée sur les villes allemandes, qui était un acte très courageux. Tout de suite après la guerre, le film était fait. Et avec ça, il a élargi un peu notre compréhension de l'impact de cette guerre. Alors, Rossellini m'intéresse beaucoup. Et j'ai d'ailleurs été très fier que le film que je viens de terminer, Désengagement, qui sort la semaine prochaine, il a eu le prix Roberto Rossellini, qui pour moi est vraiment un cinéaste que j'aime beaucoup. Mais il y a aussi des cinéastes contemporains, taïwanais, comme Ossessian et des autres. Oui. D'autres questions? Allez-y, Sophie. Alors. Ah, oui, oui. Moi, c'était plus en rapport à la cantine qu'on vient d'entendre. Je crois me souvenir que le film termine sur la même cantine pardon. Donc, une chanson où on voit qu'il y a un cycle perpétuel de conflit, où on ne sait plus qui est l'oppresseur, l'opprimé, la victime est coupable. Et je trouvais que ça avait une vision assez pessimiste de la situation dans la région. Et est-ce que c'est vraiment votre vision? Moi, j'ai une question qui va peut-être... Oui. Il y a un micro qui arrive. Dans le film, vous mettez en scène, je sais pas si ça marche, je sais pas, dans le film, vous mettez en scène donc, trois femmes, et la femme qui joue donc l'israélienne, Anna Lasmo, elle reste relativement insensible à la souffrance de la femme palestinienne Ilan Abbas. Et je voulais savoir, tout à l'heure, vous avez dit que c'était que au niveau de l'opinion publique, il y avait une certaine volonté de paix, et pourtant, dans ce film, l'insensibilité, j'ai trouvé, de la femme israélienne n'était pas forcément à l'image d'une idée de paix, quoi. Enfin, à un moment, il y a le village qui brûle, et elle dit non, ce ne sont pas nos affaires, alors que Nathalie Portman, elle dit qu'il faut l'aider. Je vais avoir une réflexion dessus. Et qui rejoint peut-être la question de... Bien sûr, c'est moi d'être optimiste au final. C'est-à-dire, si je fais un peu de synthèse des questions, la situation n'est pas extrêmement optimiste. On est d'accord. Qu'il y a des courants souterrains qui veulent qu'il y ait une réconciliation, c'est très bien, mais ils ne sont pas encore manifestés assez pour amener la paix. On a des conditions de guerre aujourd'hui. Alors, malheureusement, mais c'est une situation de conflit ouvert. La région, il était assez fort pour tuer tout le monde, et tous les dirigeants qui ont eu les moyens de peut-être approcher les gens, et on est dans impasse.
Alors, est-ce que depuis l'impasse, les 2 tiers des 2 côtés vont réussir de faire un accord de paix dans l'absence d'hommes politiques assez inspirés? En question ouverte, je pose des questions. Ouais. Moi, ma question est relativement liée à ce qui vient de se dire. J'ai été très marquée par la scène de fin de Kelma avec ce monologue israélien. Et finalement, c'est très dur par rapport à... Enfin, mon sentiment était que c'est une vision très dure du peuple juif qui serait en fait un peu maudit dans la souffrance et qui ne peut se définir que par la souffrance. Et du coup, si jamais le peuple juif commence à aller vers le consensus par rapport à ce conflit israélo-palestinien, ça irait finalement contre la définition même du peuple juif. Donc, est-ce que votre vision actuelle du peuple juif, c'est justement que c'est un peuple qui serait finalement plus vraiment prêt à la négociation et au consensus par définition? Alors, 2 choses. D'abord, je crois qu'ils sont tous l'autre peuple, c'est-à-dire qu'il y a des gens très bien et des gens moins bien. Ça, c'est ma pensée à moi. Vis-à-vis le texte, parce que, comme je dis tout à l'heure, ce texte, c'est une adaptation des textes de Chaim Azaz, un grand écrivain, ami de Ben Gurion, qui était fondateur de l'État d'Israël. Et dans quelque façon, ce texte, il continuait une réflexion qui était des grands penseurs juifs de cette époque, qui a dit qu'ils ont marre de longues histoires juives de la souffrance de 2000 ans et que les Juifs sont acceptés, dans quelque façon, d'être strictement les sujets de l'histoire et pas être actifs pour définir leur destin. Et d'ailleurs, les naissances des mouvements sionistes, que le mouvement national israélien, qui est fondatrice de l'État d'Israël, était sur cette base-là. C'est-à-dire, les communautés juives européennes surtout, après de longues séries de pogroms, de synagogues brûlées, de persécutions et de souffrances, arrivaient à la conclusion au milieu du XIXe siècle, un peu dans l'époque, si vous vous souvenez de l'histoire européenne, les choses qu'on appelle les printemps des nations en Europe, 1848. C'est-à-dire, c'est un processus parallèle que les communautés juives d'Europe de l'Est, ils sont suivis parallèlement à cette idée qu'il y a le temps est venu pour créer un espace d'autodétermination juive, parce qu'ils ont eu marre comme il dit le texte d'Azaz, aussi Gershom Scholem, l'autre grand penseur juif, d'être strictement brûlés, bougés, déportés par les non-juifs. Et la naissance des mouvements qu'est l'Israël, il est dans cette base-là. Et dans ce contexte, c'était des mouvements non religieux, c'est-à-dire, c'est une des grandes contradictions, le mouvement qui a créé l'État d'Israël, c'était un mouvement non religieux. Les religieux, ils ont été pour continuer, comme il dit le texte, attendre le Messie, parce que dans les théologies juives, pas comme dans les théologies chrétiennes, le Messie n'est pas encore arrivé, il a un projet d'avenir. L'utopie est toujours poussée vers l'avenir. D'ailleurs, l'origine de Karl Marx, des pensées utopiques marxistes qui a poussé le projet vers l'avenir, c'est-à-dire l'utopie ou le messianisme n'est pas encore arrivé, c'est ça les bases de cette pensée. Alors, cette pensée de milieu 19e, ils ont dit non, on n'est pas d'accord, ce n'est pas un projet d'avenir, il faut que le peuple juif rentre dans le réel, et construire des institutions politiques qui vont donner la naissance de l'État d'Israël. Ils ont donné la naissance de l'État d'Israël. Ça, c'est un peu pour situer le contexte. Bien sûr que comme je fais un film, je ne vais pas faire tous ces discours. Ce n'est pas tout le public qui sont privilégiés que je peux interpréter, mais ça, c'est le contexte historique. Et je crois qu'effectivement, ce tissu laïque qui est dans quelque façon la base de l'État d'Israël est toujours très présente.
D'ailleurs, c'est pour ça, par exemple, dans un autre film que j'ai fait, Kadosh, je parle de la orthodoxie juive religieuse avec un regard critique, parce que je crois que si Israël veut continuer de rester dans... il ne faut pas qu'elle va être tentée d'aller ou vers l'orthodoxie religieuse, ni dans le militarisme fermé. Il faut qu'elle reste les choses qu'elle est une société ouverte, qui débatte ouvertement des choses, qu'il y a des désaccords, c'est légitime. Les gens ne peuvent être pas d'accord, il n'y a pas de problème. Mais qu'il n'y a pas une voie unique. Il faut qu'il reste plurivalent. Autre question? Moi, j'ai une question peut-être plus générale par rapport à votre parcours. Finalement, vous avez fait aussi bien de la télé, enfin, des productions pour la télévision israélienne, surtout au début, pour le cinéma, et au sein même de ces deux types-là, vous avez fait de la fiction et du documentaire. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner votre regard par rapport à ce que tous ces formats peuvent proposer comme liberté d'exprimer un message C'est-à-dire, moi je ne crois pas qu'il s'agit strictement d'exprimer un message, parce qu'ici c'était ça, j'étais peut-être un homme politique, et je préfère être cinéaste. Alors, j'aime beaucoup le médium de cinéma, que je trouve un médium très très fort. Et vraiment le médium de notre époque. Alors, le médium de cinéma, il y a des questions esthétiques, technologiques, autres, qui m'intéressent, et pas strictement les choses thématiques. Et comme j'ai dit tout à l'heure sur Rossellini ou Fassbinder, je crois que c'est des cinéastes qui sont capables d'être assez versatiles et de faire à la fois des films documentaires, des films de fiction. Et les films documentaires, de toute façon, je trouve un médium extrêmement intéressant. Aujourd'hui, on fait une confusion entre le reportage télévisuel et le cinéma documentaire, mais le cinéma documentaire, c'est un médium magnifique. Je vous conseille, par exemple, de voir un film de Franjus qui s'appelle Le sang d'animaux, qu'il a fait en 1947, ici en France, sur l'abattoir. C'est un film à la fois un documentaire qui raconte comment dans l'abattoir il y a une vache qui rentre et un saucisson qui sort. C'est la procédure de cette... mais c'est aussi une métaphore de l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire le grand cinéma documentaire, il est à la fois concret et métaphorique. Il n'est pas strictement un reportage. Franjus, il fait un cinéma extrêmement fort dans le domaine documentaire. Il y a Chris Marker, il y a beaucoup des autres qui arrivent à construire des métaphores documentaires. Mais ça, c'est un sujet d'une autre occasion. Et le documentaire fiction, le documentaire qui mêle des images d'archives et en même temps des fictions qui peut-être... Est-ce que vous avez produit ce genre de choses et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Pas tellement. Moi, j'aime des choses plus pures. Caroline, tu veux dire des choses? Oui. Non, on va peut-être... Y a-t-il une dernière question avant de conclure? Monsieur, vous disiez tout à l'heure que la fondation d'Israël n'était pas fondée avec la religion, un mouvement religieux en fait. Mais on est d'accord que les gens qui ont fondé Israël se sont basés sur le livre fondateur qui est la Torah. Les termes qui sont mentionnés. Oui, aussi. Oui. Je dis aussi parce que, mais ça, il y a presque 13 heures et je crois que les gens ils sont déjà affamés et c'est une discussion assez longue. C'est-à-dire que le point de vue théologique, la religion juive, qui est la première des trois grandes religions monothéistes, avec le chrétianisme et l'islam dans le sens chronologique, elle est encore une religion monothéiste, c'est-à-dire elle est universaliste,
mais elle est destinée à un peuple précis, qui n'est pas le cas ni du chrétianisme ni de l'islam. Et aussi, ce n'est pas une religion qui veut convertir l'autre. C'est-à-dire le christianisme, les croisades, etc., ils ont eu toujours des projets de convertir tout le monde vers le christianisme. L'islam, il a aussi cette dimension, et d'ailleurs, la procédure de devenir musulman et chrétien est beaucoup plus simple que la procédure de devenir juif. Juif, c'est une vraie galère. Alors il y a des éléments inhérents qui sont religieux, mais les mouvements politiques qui créaient l'État d'Israël, ils étaient non religieux et même des fois anti-religieux. Ça ressemble d'être une contradiction, mais c'est le cas. Et ça pour la prochaine fois. Alors merci, c'était très intéressant. Sophie Kinlen, Robert Rivoire qui nous ont aidés à préparer cette rencontre. Remercier Ouzi Eliada également, grâce à qui Amos Vitaï est venu. Merci beaucoup. Caroline Moine qui nous a aidés à poser des questions. Et bien sûr, d'abord, je vous incite à aller voir le site d'Amos Vitaï, où vous retrouverez l'ensemble de sa filmographie. Et bien sûr, d'aller voir dès mercredi prochain des engagements dans les meilleures salles. Et merci beaucoup à Amos Vitaï pour sa disponibilité. Merci.